Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus. Je vois qu'il y a pas mal de nouvelles têtes aussi une nouvelle fois. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour nous présenter, on est la BEHV, la bannière des étudiants en histoire de Besançon. Le président ici Sébastien, et moi je suis Victor Bell, pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas, je suis responsable culture au sein de la BEL, et donc c'est moi qui m'occupe de ce travail donc de conférences, de l'organisation de ces conférences. Et nous recevons aujourd'hui Karim Makoviak, qui est professeur des universités ici à l'université Marie-Louis Pasteur. Peut-être que, je crois qu'il y a quelques L1 ici, je crois que vous avez... Oui, j'en ai vu deux. Ouais, quelques L1. Si j'ai pas fait d'erreur. Je crois que vous les avez plus en L2 à partir de la L2. Oui, j'ai les anciens L2, j'ai les anciens L1, excusez-moi. Les L1, je ne les connais pas encore, je les aurai seulement en fin février. Ouais, voilà. Vous pourrez, spécialiste plutôt de l'histoire et aussi de la religion, l'histoire de la religion, à l'époque, notamment pour la Grèce antique. Voilà. Donc il va nous parler aujourd'hui d'Alexandrie d'Égypte, à l'époque hellénistique, justement. C'est donc le sujet que Karim Makoviak nous a proposé pour cette conférence. Merci évidemment pour sa disponibilité et pour l'énergie qu'elle a mis dans sa présentation. Merci, ça me fait bien plaisir. Donc nous vous remercions et on vous souhaite une excellente conférence. Et je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci à vous. Écoutez, je suis particulièrement ravie d'être avec vous ce soir. Vous n'êtes pas nombreux, mais ce n'est pas grave du tout. Ça va être l'occasion de discuter de manière un petit peu informelle en fin de conférence, mais on m'a demandé une conférence scientifique dans les règles de l'art, donc je l'ai faite, bien que l'époque grecque et hellénistique ne soit pas précisément ma spécialité, mais j'ai choisi de vous parler de ce sujet, Alexandrie d'Égypte, pour différentes raisons qui affairent à ma recherche, dont je vais vous parler au fur et à mesure. Alors, s'agissant de recherche, justement, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'en profite pour faire un petit peu de pub moi aussi, vous sensibiliser à la tenue depuis 10 ans. Alors attendez, il faut juste que je le trouve. Et je vais le trouver. Excusez-moi. Ben, il n'y est plus, c'est pas grave. Ah si, il est là, tout simplement. J'organise toutes les années avec mes collègues Michel Farzoff et Arnaud Massé, qui sont en lettres classiques et en philosophie, un atelier de recherche international qui s'appelle l'atelier Christelle. Et donc, le 2 et le 3 avril prochain, alors là, c'est l'affiche de l'année dernière, mais là, je vous parle du mois d'avril qui va venir, nous allons avoir le plaisir d'inviter 2 grands spécialistes, et vous en ferez la publicité, s'il vous plaît, parce que je serais particulièrement ravie de vous voir, 2 grands spécialistes d'histoire grecque, d'une part Tiffaine Aziza, qui est la grande spécialiste de l'écrivain grec Hérodote. Ça, c'était l'affiche de l'année dernière. Donc, Tiffaine Aziza viendra nous parler des contes et du folklore chez les Grecs. C'est un sujet très vivant, et puis une collègue très sympathique. Donc, je vous invite à venir. Et on aura également un monstre, si je puis dire, des études homériques, qui sera David Bouvier, qui était professeur à Lausanne, et qui viendra nous parler de lettres. Donc j'espère vous voir également à cette occasion-là, parce que cet atelier Christelle est consacré à la pensée grecque, et l'étude de la pensée grecque et de ses représentations, c'est précisément ma spécialité. Et donc pourquoi, j'en reviens au sujet d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'en suis venue à vous parler d'Alexandrie? Parce qu'Alexandrie est un sujet simple à aborder. J'ai voulu quelque chose de pas trop technique, de pas trop pointu, sinon on se perd. Et Alexandrie nous a légué de nombreux monuments et de nombreuses images, dont ces petites figurines en terre cuite, dont j'ai eu l'occasion d'étudier quelques petits spécimens, parce que ces figurines se comptent par centaines, voire par milliers. Et ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est comment ces petits objets de rien du tout, comment avec des petits bouts de texte également de rien du tout,
on parvient à reconstituer le passé, et plus particulièrement une question qui, sur le plan historiographique, renouvelle profondément l'histoire de l'Antiquité depuis une dizaine d'années, qui est la relation entre les Grecs et la nature. C'est l'autre raison pour laquelle je choisis de m'intéresser à Alexandrie, parce qu'Alexandrie est un chapitre de la grande histoire écologique et environnementale qui relie l'humanité à elle-même avec tous les progrès et les catastrophes qui s'ensuivent. Alors ce dossier des relations entre les Grecs et la nature, c'est un dossier sur lequel je travaille maintenant depuis 3 ans. Les étudiants de master que j'ai en séminaire ont l'occasion de suivre quelques-unes de mes conférences. Il y a des étudiants en master ici. Oui, du coup, je vous reconnais. Donc rassurez-vous, je ne vais pas répéter ce qu'on avait vu en novembre, et je vais passer à un autre chapitre sur cette thématique-là. Et c'est une thématique qui est très exigeante. Pourquoi ? Parce qu'elle nécessite des savoir-faire en matière d'histoire, en matière de littérature, en matière d'archéologie et en matière d'anthropologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va brasser des sources assez différentes pour essayer de reconstituer la manière dont les Grecs exploitaient la nature et comment ces sociétés ont évolué sur le temps long. Alors, je finis cette petite introduction historiographique sur ce livre dont j'ai parlé aux étudiants de master, mais il n'est pas le seul. Ce livre d'Eric Klein, originellement un livre en anglais, 1177 avant Jésus-Christ, le jour où la civilisation s'est effondrée, c'est le premier livre qui a révolutionné ces dernières années la recherche en histoire de l'Antiquité, parce que c'est le livre en fait qui explique la manière dont les Mycéniens ont disparu. Et les Mycéniens ont disparu, vous le savez, les étudiants de master, en raison de problèmes climatiques et environnementaux. Mais un autre livre doit être associé à celui d'Eric Klein, c'est le livre de Kyle Harper en histoire romaine, The Fate of Rome, Climate, Disease and the End of an Empire. C'est un livre qui a également mis en valeur la manière dont l'homme romain, de manière générale, a exploité son environnement et comment cette surexploitation des ressources naturelles a généré des soucis environnementaux qui ont sans doute eu raison de l'Empire romain, bien plus que des fameuses, entre guillemets, invasions barbares. Alors, moi, ce que je voudrais avec vous aujourd'hui, vous allez me dire, mais où est Alexandrie dans tout ça ? Alexandrie, c'est un chapitre de cette histoire écologique de l'Antiquité, mais c'est un chapitre qui est méconnu parce que l'ouvrage d'Eric Klein et l'ouvrage de Kyle Harper ont eu tellement de succès que lorsqu'on parle de problèmes climatiques ou environnement dans l'Antiquité, on ne pense essentiellement qu'à Rome. Or, ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est que bien avant Rome, les Grecs qui ont vécu dans cette grande cité que je vais vous présenter dans un instant, Alexandrie, avaient déjà mis en place tous les cadres d'une surexploitation des ressources naturelles. Et avec cette surexploitation des ressources naturelles, les Grecs ont créé une économie et une société extrêmement inégalitaire qui a été la conséquence de cette prédation de la nature. Alors, quelle place donner à Alexandrie dans cette problématique extrêmement intéressante et riche des surexploitations naturelles? Alors, pour que vous ne soyez pas perdus, je vais revenir à mes fondamentaux. Alexandrie, qu'est-ce que c'est ou c'est? Repères spatio-temporels. Alors, c'est une ville, vous le savez, qui existe toujours aujourd'hui, Alexandria en égyptien. Alexandrie, c'est l'une des œuvres d'Alexandre le Grand lorsqu'il a conquis le monde oriental à partir de 334 avant Jésus-Christ.
Et vous connaissez, alors j'ai aussi choisi de parler Alexandrie parce que ça va servir aux étudiants de licence 3 dans ce semestre. Alexandre, vous le savez, est une figure tout à fait à part parce que ses conquêtes ont changé littéralement la face du monde. Que serait devenu le monde si Alexandre était allé vers l'ouest, du côté de l'Italie? Rome n'aurait certainement pas eu le destin qu'elle a eu, et nous parlerions vraisemblablement une langue qui descendrait du grec actuellement. Mais Alexandre est allé de l'autre côté. Alexandre est allé à l'est. Pourquoi à l'est? Eh bien, les étudiants se rendent, les historiens et les étudiants aussi, se rendent compte que l'est, c'était bien sûr l'endroit où se trouvait l'Empire perse, et on a souvent tendance à l'oublier. L'Empire perse par rapport à la Macédoine, cette petite région au nord de la Grèce que vous voyez là, la Perse, c'est tout de suite le voisin immédiat. C'est le voisin à côté, c'est celui qui gêne, et c'est celui qui posait un problème pour la stabilité du royaume macédonien. Eh bien, qu'a fait Alexandre? Il a tout simplement repris un projet qu'avait mis en place son père Philippe II. Il fallait se débarrasser des Perses, en plus on avait un compte à régler avec eux depuis les guerres médiques. Donc Alexandre est allé conquérir l'Orient. Et donc, en faisant cette conquête de l'Orient, voyez cette carte qui illumine toutes les régions qu'il a conquises à dos de cheval et à montée à cru. Il a fait un parcours de 20 000 km, c'est un exploit physique incroyable. Regardez ce que les Grecs ont conquis comme territoire. Les Grecs se sont désormais installés dans un monde qu'ils ne connaissaient absolument pas auparavant. Ils sont allés jusqu'en Afghanistan et aux portes de l'Inde, en passant par l'Iran, sans oublier, bien évidemment, au sud, l'Égypte, qui va m'intéresser, avec la fondation d'Alexandrie, au nord de l'Égypte, sur le littoral méditerranéen. Et c'est là que les Grecs vont reprendre, excusez-moi, ce que les Égyptiens commerçaient avant eux, toute une série d'échanges commerciaux basés sur des produits exotiques, des produits de luxe, d'une variété et d'une qualité extraordinaire. C'est cette plateforme de commerce international qui va naître avec Alexandrie. À Alexandrie, on importait et on exportait l'or, l'argent. Alexandrie s'est vite improvisée comme une plateforme tournante des épices qui venaient de l'Orient et de l'Inde. Et l'épice, je vous le rappelle, valait aussi cher que l'or dans l'Antiquité, encore même au Moyen-Âge, vous le savez. On commerçait la soie d'Orient, les bois précieux, l'ivoire qui venait de l'Afrique subsaharienne et du Sud. Bref, vous comprenez qu'Alexandrie n'était pas seulement une ville, Alexandrie était aussi un instrument de conquête politique et économique de premier plan pour les Grecs. Alors ces Grecs, je vais finir cette présentation générale là-dessus, ces Grecs, qui sont-ils? Ce sont avant tout les soldats d'Alexandre qui l'ont suivi dans son aventure. Et parmi eux, un de ses généraux, je vous présente le diadoque le plus futé de tous et de loin, c'est Ptolémée. Ptolémée Ier, premier du nom, puisqu'il est le fondateur de la dynastie royale grecque qui s'installe en Égypte à la chute de l'Empire perse. Et donc Ptolémée va mettre en place un nouveau royaume en gardant les atouts égyptiens de la vallée du Nil. Alors, Ptolémée n'est pas bête, il ne va pas se contenter de reproduire ce que les Égyptiens ont fait, parce que souvenez-vous, les Égyptiens, ils vivaient à l'intérieur des terres. Les Égyptiens vivaient dans la vallée du Nil. Regardez, Alexandrie est volontairement excentrée, tout à fait au nord sur le littoral. Ça signifie que, et vous pouvez retenir ce mot, il n'est pas excessif, Alexandrie va agir comme une pompe. Une véritable pompe qui va siphonner toutes les richesses qui vont affluer depuis la vallée du Nil, mais aussi depuis la mer Rouge, tout ce qui venait du sous-continent indien, et également du nord, puisqu'on était sur le littoral méditerranéen. Et donc la question que je vais poser à présent est la suivante.
que nous apprend Alexandrie sur l'exploitation par les Grecs des ressources naturelles. Quel système économique de prédation naturelle a été mis en place et quelles conséquences sociales cela a-t-il eu? Et comment on va pouvoir reconstituer tout ça à partir des sources à notre disposition? Alors, j'ai structuré mon exposé en deux parties et je vais d'abord vous expliquer dans un premier point qu'Alexandrie a été justement nommée par Jean-Yves Empereur, qui est le pape, si je puis dire, des fouilles alexandrines, la première ville-monde de l'histoire. On va voir ce que ça veut dire. Alors, la première ville-monde de l'histoire, donc je vous l'ai dit, Alexandrie est fondée, facile à retenir, en moins 333, 333, et Alexandrie devient la ville, une ville absolument prodigieuse sur tous les plans. Alors, je vous ai volontairement mis en regard deux documents. L'un qui est une reconstitution faite par les archéologues de ce à quoi pouvait ressembler la ville d'Alexandrie dans l'Antiquité en haut, et puis une capture d'écran de Google Earth que j'ai fait en bas. Alors, vous voyez, la ville, bien sûr, elle s'est étendue, mais elle reste bien massée au bord d'un littoral. Alors, ce littoral, on y reviendra plus tard tout à l'heure, c'est très important pour les fouilles archéologiques qui sont faites sur les lieux. Le littoral a considérablement changé d'aspect. Pourquoi? Parce que des séismes et des tremblements de terre ont totalement redécoupé le littoral, si bien qu'il est extrêmement difficile de fouiller cette ville-là. Tout est sous l'eau, ou alors tout se trouve sous la ville moderne. Alors, avec cette ville, on arrive dans de nouvelles relations entre l'homme grec et la nature. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, souvenez-vous, la Grèce archaïque, la Grèce classique, je vous en ai souvent parlé, c'est un monde assez étriqué sur le plan géographique, les Grecs voyagent peu, et comme ils voyagent peu, leurs besoins matériels, leurs besoins en ressources naturelles, sont relativement restreints. Reste qu'avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, dont je vous ai donné un aperçu géographique tout à l'heure, eh bien cette donnée change complètement. Le monde s'ouvre, les Grecs découvrent les plaines d'Ouzbékistan, d'Afghanistan. Imaginez qu'il était jusqu'en Inde, qu'il a vu, qu'il a vu les fameux éléphants de guerre. Bref, avec la conquête de l'Orient, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Sur le plan technologique, les Grecs sont des guerriers dans l'âme, donc on développe une nouvelle ingénierie. Qui dit ingénierie dit besoin en bois absolument incroyable. Alors les besoins en bois étaient déjà assez importants au temps des guerres médiques, quand les Grecs ont construit des bateaux, et c'est une des raisons pour lesquelles le littoral méditerranéen a été considérablement défriché en dehors grec. Mais Alexandre a fait mieux, sinon plus. Donc c'est une ère nouvelle sur le plan des technologies. C'est aussi une ère nouvelle sur le plan de la pensée. Vous devez être très conscient qu'une pensée humaine, elle évolue toujours en lien avec l'évolution de la culture matérielle. Et là, comme la culture matérielle change, comme le monde s'ouvre, comme on construit des armes, comme on voyage loin, les Grecs vont voir le monde autrement. Alors, c'est plus le monde tel qu'il existait à l'époque d'Homère, que vous entrevoyez peut-être en haut à gauche avec ces vieux vases archaïques à figure noire, montrant Ulysse sur son radeau qui se bat entre deux vagues, entre l'Italie et la Grèce. On n'en est plus là du tout. Les Grecs découvrent un monde totalement nouveau, et s'il y a deux représentants, deux intellectuels de toute première catégorie qui illustrent ce changement de pensée, c'est Aristote et Hippocrate. Alors Aristote, ce n'est pas n'importe qui. Souvenez-vous, Aristote, c'est le précepteur d'Alexandre le Grand, puis c'est un génie intellectuel, c'est le Mozart de la culture grecque, on va le dire comme ça. Aristote a écrit un livre qui paraît être un livre banal, ça s'appelle l'Histoire des animaux.
Pourtant, ce livre, c'est une révolution. Pourquoi? Parce que pour la première fois, un grec se met en ambition, en objectif, de cataloguer toutes les espèces animales qui existent sur un mode rationnel. Fini les gorgones, fini les méduses, on est dans une logique, si je puis dire, scientifique avant l'heure. Alors ce n'est pas la science comme nous on la conçoit, mais on a un énorme effort de rationalité de philosophie. Aristote classe les animaux suivant leur physiologie et leur substance. Et Hippocrate, qu'est-ce qu'il fait? Hippocrate, c'est son corollaire, si je puis dire. Pour la première fois, nous avons un médecin au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire un savant qui approche et qui analyse le corps humain à l'écart de toute superstition. Fini les divinités, fini les asclépios, on s'intéresse uniquement au soma, c'est-à-dire au corps, et on fait un diagnostic des symptômes pour essayer d'identifier et de comprendre une maladie. Alors, dans ce changement d'ère, dans ce changement d'époque, Alexandrie constitue une autre expression de ces changements extrêmement rapides qui ont lieu. Parce que désormais, Alexandrie va changer l'échelle d'exploitation entre l'homme et la nature. Parce que si vous voulez, un inconvénient de cette façon de penser, comme Aristote et Hippocrate, alors c'est des progrès prodigieux sur le plan scientifique, mais si on se met à tout objectiver, à tout analyser, que ce soit le corps humain, les animaux, eh bien la nature aussi, elle devient un objet d'analyse. Et cette nature qui a toujours été exploitée par les Grecs va prêter le flanc, si je puis dire, à une forme de rentabilité de son exploitation. Et c'est à Alexandrie qu'on va expérimenter ce nouveau rapport très opportuniste qui va se mettre en place avec la nature. Alors, cette nouvelle échelle d'exploitation de la nature, évidemment, nous n'avons pas de statistiques à notre disposition, nous n'avons pas d'éléments matériels. Alors, pour se donner une idée de l'amplitude des changements qui ont lieu, il faut passer par l'archéologie, et vous savez comment on fonctionne en Antiquité, on fonctionne toujours par source indirecte ou par recoupement entre sources différentes pour essayer de reconstituer un contexte. Et là, ce qui m'intéresse dans l'archéologie, et je me suis inspirée de l'ouvrage de Jean-Yves Empereur qui a l'avantage d'avoir mis à jour toutes ces fouilles que vous voyez là. On va commencer par étudier ce site qui s'appelle la nécropole d'Alexandrie, qui a mis au jour des structures qu'on appelle les loculi. Alors, qu'est-ce que c'est que les loculi? Ce sont ces espèces de niches que vous voyez ici. Niches dans lesquelles on mettait les corps des morts. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que les loculi viennent faire là-dedans? On va commencer par lire Strabon pour comprendre ce que ces loculi vont nous rapporter. Strabon, qui est un historien de langue grecque, historien géographe, on va dire, de langue grecque qui a vécu à l'époque romaine, nous fait un petit passage, nous consacre un petit passage sur cette partie d'Alexandrie dans le livre 17 de la géographie. Voilà ce qu'il dit. Allez, on va faire un petit peu de cœur. Exomen untes diurgos micron etilepetai tespoleos, lorsqu'on atteint les faubourgs de la ville, eite necropolis tropostateon, on arrive à la nécropole, pourvu de nombreux jardins et de tombes, enoke poete poloi, kai tafai kai katagogai prostastarikeias ton necron epitedeiai. Ces dernières sont agencées de telle sorte à permettre l'embaumement et la conservation de nombreux défunts. Alors ce texte a l'air de rien du tout, et pourtant il constitue une révolution sur le plan du langage. Il emploie pour la première fois un néologisme, un mot nouveau, qui est le mot nécropolis, la nécropole. Et qu'est-ce que ça veut dire la nécropole? Nécros, les morts, polis, la cité.
c'est littéralement la cité des morts. Autrement dit, cette nécropolis, cette partie d'Alexandrie où se trouvaient les loculi, était si importante que Strabon parle de la présence sous terre d'une ville aussi importante, voire plus que la ville des vivants, qui est juste au-dessus. Et joint à ce texte, les fouilles archéologiques ont fait le reste. Je reprends les chiffres de Jean-Yves Empereur. Si on sait que ce cimetière géant, dont vous voyez là juste un tout petit bout, si on sait que ce cimetière géant s'étendait sur plus de 3 kilomètres, que chaque niche renfermait de 1 à 10 corps, parce que ça mourait tellement qu'on devait entasser tout ça. Et regardez cette niche que vous voyez là, hein, celle-ci par exemple à gauche, elle fait état de 12 corps dans quelques mètres carrés. Donc on poussait les anciens occupants pour faire de la place. Alors sachant que le cimetière s'étendait sur plus de 3 km, que chaque niche accueillait de 1 à 10 corps en moyenne, qu'il faut compter 8 loculi par mètre carré, et que ces loculi, comme vous l'avez vu, s'entachent sur plusieurs étages. Vous voyez, il y a des escaliers qui vous permettent de voir qu'on a différentes strates. Et bien on est capable d'estimer la population d'Alexandrie. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Alexandrie, c'est 1 million d'habitants. C'est absolument incroyable pour l'époque. Rome n'atteindra ce chiffre que 300 ans plus tard. 1 million d'habitants, est-ce que vous vous rendez compte des ressources naturelles, et c'est là où je vais en venir, est-ce que vous vous rendez compte des ressources naturelles qui sont nécessaires pour faire vivre tout ce monde-là, les Alexandres? Alors là, c'est une hypothèse personnelle que je mène, mais sur la base de ce que dit Jean-Yves Empereur et qui me paraît tout à fait convaincant. On se trouve pour la première fois dans l'histoire en présence d'un phénomène, vous employez les guillemets, mais on va utiliser le mot quand même, en présence d'un phénomène de mondialisation économique. On a une première forme d'expression de croissance économique mondialisée, entre guillemets mondialisée, mais mondialisée quand même. Pourquoi ? Parce que ce que les Grecs appelaient l'œkumène, ou ékouménè, c'est-à-dire le monde habité, ben ça a complètement changé de forme. Regardez ce que c'était qu'au début la Grèce, le berceau grec, le bassin égéen, ces Grecs qui sont difficilement allés coloniser l'Italie du Sud, puis ne sont pas allés plus loin que le sud de la Gaule et le nord de l'Afrique. En dessous, Alexandre, mais il a complètement changé cette approche des choses, et donc on comprend que Alexandrie va être la machinerie, si je puis dire, l'outil qui va permettre à cette mondialisation économique avant l'heure de fonctionner. Alors, vous allez me dire, mais madame, les Grecs, ils ont surexploité la nature, ils étaient nombreux, donc ils ont eu de nombreux besoins. Est-ce que c'est nouveau à l'époque d'Alexandrie? Non. Je fais rapidement un pas en arrière pour que vous compreniez mieux le cas alexandrin. Les Grecs, dès l'époque classique notamment, ont déjà exploité et surexploité leur environnement. Encore une fois, aucun texte ne nous en parle, parce que la nature, le concept d'écologie, ça n'existe pas chez ces gens. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Alors ils exploitent les ressources à leur disposition. Et encore une fois, c'est l'archéologie qui nous permet de reconstituer la manière dont la nature a été éventrée, on ne peut pas dire autrement. À l'époque classique, regardez l'image de droite, à l'époque classique, j'y faisais allusion rapidement tout à l'heure, les Grecs se mettent à défricher, déboiser, 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 déboiser. On a besoin de bois pour construire les temples des cités, et on a surtout besoin de bois pour construire les fameuses strières des Athéniens, notamment pour faire face à l'invasion perse, les guerres médiques. Et donc vous voyez à droite le résultat, et en
encore, ça c'est un paysage actuel, hein, je ne peux pas vous montrer d'image de l'Antiquité, mais vous imaginez que l'Antiquité, c'était un paysage recouvert, le littoral méditerranéen et la Méditerranée antique, c'était un paysage recouvert de pins, des pinèdes merveilleuses qu'on imagine tous, les Grecs en ont dévoisé une bonne partie. Et puis ce qui m'intéresse encore plus, c'est cette image à gauche. Si vous allez un jour en Attique, allez vous perdre un petit peu dans la campagne, parce qu'Athènes, ça parle de l'acropole, c'est pas intéressant, c'est pollué, c'est désagréable comme tout. Allez dans l'Attique, c'est charmant, les gens sont très accueillants, et vous irez notamment sur ce site qu'on appelle le Laurion. Parce que qu'est-ce que c'est le Laurion? Vous voyez cette espèce de trou béant. C'est tout ce qui reste des anciennes mines d'argent que les Athéniens se sont mis à exploiter pour fabriquer leur monnaie. Ils avaient besoin d'argent pour le fameux impérialisme athénien. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Eh bien, ils ont mis en place un système littéralement d'éventrement de la terre avec des esclaves qui travaillaient dans des conditions inhumaines. Et pour la première fois, des pollutions de l'air, là je me base sur les recherches de la publication d'un chercheur allemand, les Athéniens devaient déjà souffrir de pollution de l'air parce qu'on utilisait des métaux lourds, des plombs, je ne peux pas vous donner le système en particulier de manière précise, pour essayer de faire fondre ces métaux et de faire brûler sur place l'argent pour en faire de la monnaie. Bref, vous comprenez que l'époque classique, c'est une époque où la nature est déjà surexploitée. Mais elle est uniquement surexploitée à une échelle locale, ou au mieux régionale. Ça ne va pas plus loin. Avec Alexandrie, géographiquement, on explose. Et on arrive un petit peu aux paramètres qu'on connaît actuellement. Hein. On a une échelle désormais internationale d'exploitation. Et qui dit exploitation des ressources naturelles, dit également naissance des grandes villes, ça fonctionne ensemble. Donc, Alexandrie n'a été que la première très grande ville à fonctionner sur un système économique de prédation. Et qui dit système économique de prédation, elle a dit aussi société inégalitaire, parce qu'il faut des gens qui travaillent très durement pour exploiter ces ressources au profit d'une minorité qui en profite. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, voici la machine, dont je vais vous montrer quelques images que vous vous rendiez compte. Voilà à quoi devait ressembler Alexandrie. Regardez comment c'était bien pensé. Parce que là aussi, on va noter la révolution de pensée que cette ville incarne. À quoi ressemblait cette ville? Cette ville était structurée autour de deux grandes rues, boulevards, ce qu'on appelle des voies. Il y avait la voie canopique que vous voyez ici. Alors c'est déjà un mastodonte en soi. La voie canopique, elle, coupe Alexandrie d'est en ouest, en une ligne droite, en trace. Elle fait 5 km de long et 30 km de large. Regardez ce que vous voyez au milieu, des bassins, des fontaines. Ça signifie que les Grecs savent déjà dévier l'eau, les nappes phréatiques, et on a mis en place le tout à l'égout, ce qui était une révolution urbaine pour cette époque-là. Et puis regardez comment les rues sont organisées de part et d'autre de cette voie canopique. Je reviens sur ce plan-là, parce que c'est toujours le plan de la ville qui continue à conditionner Alexandria actuellement. C'est le fameux plan en damier, ce qu'on appelle un plan hippodamien. Alors ce plan hippodamien, tous mes collègues nous en parlent, sur le plan d'histoire de l'architecture. C'est l'Hippodamos de Milet qui a mis en place un système, un quadrillage, etc., etc. Certes, oui, l'anthropologue il s'en fiche, l'anthropologue il voit autre chose. Qu'est-ce qu'il voit? Un cadrage à angle droit des rues. Ça veut dire qu'on va rentabiliser au maximum tous les lopins de terre qui sont là pour se les partager entre les gens. On a ici une autre expression de cette rentabilisation de la nature qui se fait jour. Alors, Alexandre voulait créer des lopins de terre pour ses soldats.
bien mal lui en a pris, ces lopins de terre de forme quadrangulaire n'ont jamais servi, parce que ce sont les gens qui sont venus s'installer là. Et donc on a une ville extrêmement dense démographiquement, qui va s'organiser autour de la voie canopique, mais également autour de cette autre voie qui existe toujours aujourd'hui, et que vous voyez bien sur la photographie aérienne de droite, qui est l'heptastade. Alors l'heptastade, qu'est-ce que c'est? L'heptastade, c'est l'autre grand boulevard qui coupe Alexandrie du nord au sud. Et l'heptastade, il m'intéresse particulièrement. Pourquoi? Alors, vous voyez, c'est une des rues qui va du nord au sud, parce que l'heptastade relie le port qui se trouve du côté de la Méditerranée que vous voyez en bas de la carte à un autre port que vous voyez en haut de la carte, qui est un port fluvial, le port sur le lac Maréotis. Alors, je ne vous ai pas dit, Alexandrie était construite sur une langue de terre entre deux surfaces d'eau. La Méditerranée au nord, que vous voyez ici en bas de l'image, et le lac Maréotis au sud, qui était un énorme marais où se trouvait également un port fluvial. Et c'est sur ce de ce port fluvial qu'on faisait venir toutes les richesses qui venaient depuis la vallée du Nil. Alors, je vous montre très rapidement de quoi il s'agit. Si vous comparez le paysage urbain d'Alexandrie au paysage urbain d'Athènes, qui est ce qu'on fait de mieux en Grèce sur le plan urbanistique à l'époque classique, vous voyez tout de suite la différence. Athènes, reconstitution mais approuvée scientifiquement à l'époque de Périclès, c'est le paysage que vous voyez à droite. Voilà la ville la plus évoluée des Grecs au 5e siècle. Il n'y a pas tout à l'égout, on mange dans la rue, on jette les excréments dans la rue, on travaille dans la rue, les femmes vont puiser l'eau à la source, prendre l'eau où elle se trouve, et Alexandrie, à côté, c'est une dimension complètement nouvelle. Donc vous voyez ce que c'est que l'époque hellénistique, et ce que ça génère avec elle comme type d'économie et de société. On est dans un monde totalement nouveau. Et je vais reprendre ici une expression d'une grande historienne hellénistique qui s'appelait Claire Préau. Je vous donnerai une bibliographie à la fin. Claire Préau disait d'Alexandrie qu'elle était une société, au sens entreprise du terme, une société pour l'exploitation de l'Égypte et du monde. Alors ces gens, les Grecs, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Ils sont futés, nos Grecs. Ils vont évidemment récupérer ce que les Égyptiens avaient mis en place avant. Parce que les Égyptiens, n'oublions pas, ce sont d'autres champions en la matière d'exploitation des ressources naturelles. Mais les Égyptiens se sont limités à la vallée du Nil. Souvenez-vous, les anciens cours de première année, que j'ai le malheur de ne plus faire, les Égyptiens ont déjà mis en place un pays qui s'appelait le grenier à blé de l'Égypte, parce qu'ils ont su bien exploiter la terre. Les Grecs, ils vont faire plus et mieux. Pourquoi? Parce que les Grecs vont inventer un truc que les Égyptiens ne connaissaient absolument pas, et qui est la banque. Les Égyptiens ignoraient la monnaie. La monnaie, c'est une invention grecque. Et donc, avec la monnaie, on va mettre en place une économie qui peut encore optimiser l'exploitation des ressources naturelles. Autre chose que les Grecs mettent en place pour exploiter la nature et qui était plutôt étranger aux Égyptiens, l'esclavage. Met en place un système esclavagiste pour faire travailler encore plus les gens que ce que faisaient les paysans égyptiens qui travaillaient déjà énormément. Et enfin, les Grecs, c'est en raison de cela qu'Alexandrie aussi est très actuelle dans ses formes, les Grecs d'Alexandrie vont mettre en place une économie coloniale. C'est-à-dire qu'il y a une minorité ethnique, les Grecs, qui va s'installer dans un pays, l'Égypte, et qui va l'exploiter au détriment d'une majorité des Égyptiens qui n'en profiteront pas du tout. Et donc, j'en viens à cette exploitation des ressources et à la société qu'elle a générée, qui est aussi une manière
prendre un petit peu de recul par rapport à notre système social et économique actuel. Alors, comment est-ce qu'on peut reconstituer l'exploitation des ressources à Alexandrie? Grâce à des textes et grâce à des images. Alors, il y a un texte qui est extrêmement connu. Vous connaissez sans doute pas, c'est pas grave, ou dont je vais vous parler ici, parce qu'il est assez drôle. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Les Syracusaines, qu'on doit à un poète alexandrin qui s'appelle Théocrite. Théocrite, c'est un des grands poètes grecs hellénistiques qui nous raconte l'histoire de deux jeunes femmes, des Grecs, deux fameux Grecs, Praxinoa et Gorgo, qui ont l'idée de traverser, dans une de ces scènes qui s'appelle les Syracusaines, la fameuse voie canopique. Alors, dans cette conversation qu'on va rapidement lire, voilà ce que Praxinoa dit à Gorgo. Bon Dieu, quelle cohue, donc elle se réfère à la densité de circulation dans les rues. À quel moment traverser cette horreur? Une fourmilière innombrable et sans fin. Eh ben, Ptolémée, tu en as fait des masses de belles choses. Plus aucun malfrat qui moleste le passant en se faufilant à l'égyptienne. Comme s'amusaient à le faire autrefois des individus pitris de ruse, tous pareils avec leur sale tour, tous des maudits. Ah, Gorgo, ma chérie, qu'allons-nous devenir? Voici les chevaux d'armes du roi. Et là, mon bonhomme, ne m'écrase pas. J'ai une riche idée en laissant le petit à la maison. Courage, Praxi. Nous voilà dorénavant à l'arrière du défilé royal. Alors, ce texte, il m'intéresse pourquoi? Parce qu'il se réfère directement à un défilé dont je vais vous parler, qui s'appelle les Ptolémaïas. Qu'est-ce que c'est que les Ptolémaïas? C'est le défilé que chaque année, le roi, les rois, tous les Ptolémées, mettaient en place pour éblouir les Alexandrins de toute leur richesse. Et c'est grâce à un autre texte extrêmement précieux, le Deipnosophiste d'Athénée, qu'on peut avoir une idée de ce qui défilait dans ces Ptolémées. Alors, je me permets d'écrire Athénée, parce qu'il y a des petites choses qui m'intéressent, mais ça vous donne une idée de l'échelle industrielle à laquelle on est arrivé pour capter toutes les richesses de la corne de l'Afrique à l'Inde, en passant par la Méditerranée. Alors Athénée nous décrit, un de ses invités, c'est une conversation de banquet, nous décrit ce qu'il a vu à l'un de ces Ptolémaïas. C'est les Ptolémaïas de moins 276, organisés par Ptolémée II. Passons à la marche du pompeux cortège. La bannière de l'étoile du matin partit la première, car ce fut au lever de cet astre que l'on se mit en marche. La marche fut close par la bannière de l'étoile du soir. Autrement dit, le défilé dure toute la journée, du matin au soir. La division de Dionysos était constituée de toutes sortes de personnes qui défilaient, les uns avec une robe pourpre, les autres avec des torches en or. Ensuite passa un char à 4 roues traîné par 180 hommes, sont tous des esclaves évidemment. Sur ce char était la statue de Dionysos, faisant une libation avec une tasse d'or. Après s'avançait un autre char à 4 roues traîné par 60 hommes, emportant assise la figure de Nyssa. Cette figure se levait artificiellement, sans que personne n'y touchât. Elle versait alors du lait d'une coupe et se rasseyait. Après elle, un autre char à 4 roues était roulé par 300 hommes. On y avait construit un pressoir, le vin doux coulait tout le long du chemin. À leur suite marchaient 1600 enfants qui portaient de la vaisselle d'or et d'argent. Un autre chariot passa avec tout l'appareil de Dionysos à son retour des Indes, assis sur un éléphant, et vêtu d'une robe de pourpre avec une couronne de lierre et de pampres en or, tenant un tirse d'or. L'éléphant avait tout son harnais en or. À sa suite marchaient 500 petites filles, vêtues de tuniques de pourpre et ceintes d'une tresse en or. On avait fait partir après eux 24 chars attelés d'éléphants, 60 autres attelés de 2 boucs, 12 autres attelés d'oryx et 15 de bubailles, sont des animaux du désert. Il y avait en outre 8 attelages de 2 autruches, 7 de 2 ânes cerfs, 4 d'ânes sauvages,
On fit suivre des chars appelés de 10 chameaux. On avait placé dessus des femmes indiennes, mises comme des captives. Quelques-uns des chameaux portaient 300 mines d'encens, d'autres 200 livres de safran, de cassia, du cinnamon, d'iris et d'autres aromates. Près d'eux étaient des Éthiopiens portant des présents, les uns 600 défenses d'éléphants, les autres 2000 troncs d'ébène. Ils étaient suivis de 2 chasseurs ayant des javelots d'or et menant des chiens au nombre de 2400. Passèrent ensuite 150 hommes portant des arbres d'où pendaient toutes sortes de bêtes sauvages et d'oiseaux. Calixène ajoute 14 léopards, 16 panthères, 4 lynx, 3 oursons, une girafe, un rhinocéros d'Éthiopie et un grand ours blanc. Alors, je crois que ça se passe de tout commentaire. Vous avez ici, bien avant les jeux du cirque qu'on appelle les Venationes romaines, vous avez ici un exposé clair de toutes les ressources animales, humaines, minérales qui sont exploitées au profit de la seule richesse personnelle de Ptolémée II. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est la chute du texte. Et je vous l'ai exprimé à la fin. Un grand ours blanc. Mais que vient faire cet ours blanc ici? Alors vous avez déjà tous vu un ours blanc, vous avez une idée d'où il peut venir. Qu'est-ce que ça nous montre ce texte? Qu'Alexandrie avait ouvert des voies commerciales qui allaient jusqu'en Atlantique, voire au pôle Nord. C'est le seul endroit où on trouve ce mammifère. Alors, ce détail me fait comprendre une chose très importante que les historiens souvent oublient, c'est qu'on parle du grand savoir encyclopédique d'Alexandrie. Vous savez qu'à Alexandrie se trouvait une bibliothèque prodigieuse qui a été mise en place par Ptolémée II également. Ptolémée II voulait, disent les textes, réunir tous les savoirs de la Terre. Oui, mais attention, tous les savoirs qui intéressent Ptolémée, ce ne sont pas n'importe lesquels. Et on peut comprendre desquels il s'agit si on recoupe le texte d'Athénée avec cette reconstitution de la carte d'Ératosthène. Ératosthène qui est un géographe et un astronome brillant du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Regardez ce qu'Ératosthène a réussi à faire comme carte, comme tracé. C'est un bond en avant dans le savoir géographique grec. Ératosthène, regardez en haut à gauche de la carte, connaissait apparemment des terres dont l'une s'appelle l'île de Thulé, que vous voyez tout à fait en haut. Qu'est-ce que c'est que cette île de Thulé? L'île de Thulé, c'est soit l'Islande, soit le Groenland. Et la Bretagne, que vous voyez, c'est l'Irlande ou c'est la Grande-Bretagne. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Je suis en train de vous expliquer que Ptolémée II, en fait, faisait venir des savants à Alexandrie, non pas pour connaître le monde et les contours littéraux, à la limite la géographie s'en fiche. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'ouvrir de nouvelles voies de commerce pour exploiter de nouvelles régions inconnues, et c'est la raison pour laquelle il recrutait des astronomes, des géographes, des explorateurs. Il y en a d'ailleurs un qu'on ne connaît plus que par le biais des fragments, un certain Pythéas de Marseille. Qui était Pythéas de Marseille? Pythéas de Marseille, c'est Strabon et Pline l'Ancien qui nous en parlent. Pythéas de Marseille a fait la découverte de la mer figée et du jour qui dure 24 heures. Qu'est-ce que c'est que la mer figée? C'est la banquise. Ça montre que les Grecs, les explorateurs au service des Ptolémées d'Alexandrie, sont allés très très loin explorer de nouvelles contrées. Pourquoi faire? Eh bien, pour ramener de nouvelles richesses au roi. Alors, la bibliothèque d'Alexandrie, à quoi ressemblait-elle? Elle ressemblait à cela. Alors aujourd'hui, on se rend compte que c'est une bibliothèque qui devait avoir une apparence relativement modeste, parce qu'un rouleau, les Grecs ignorent le livre, hein, mais un rouleau de papyrus, c'est l'équivalent de 10 pages de dictionnaire, pas plus. Alors des rouleaux, il y en avait un certain nombre, on est d'accord, il y en avait des milliers. Mais n'exagérons pas la masse des savoirs qui étaient là,
Et n'oublions surtout pas une chose, c'est que ces savoirs étaient ciblés pour servir le roi. Qu'est-ce que je vous ai mis tout à fait en bas à droite? Une reconstitution fantasmatique et très fausse de Cléopâtre VII, la dernière des Ptolémées, en train d'essayer des poisons sur des condamnés à mort. Les Ptolémées étaient intéressés par les géographes pour exploiter les nouvelles routes commerciales, mais ils étaient aussi intéressés par la médecine et la pharmacie pour pouvoir récupérer les vertus des plantes et le poison qui servait beaucoup dans la cour royale. Alors, ce panorama, et vous inquiétez pas, je vais tenir le temps, je vais juste excéder de 3-4 minutes au grand max. Ce panorama, eh ben, il génère une société qui ressemble diablement à la nôtre quand même. Et cette société, on peut la reconstituer grâce à ces petites figurines, dont je suis bien plus spécialiste que les textes d'époque hellénistique. C'est ce qu'on appelle les figurines de la choroplastie ou de la choroplatie. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des figurines en céramique, cuites et peintes, moulées, qu'on appelle les Tanagréennes d'Alexandrie, ou les Alexandrines, du nom de la ville où les artisans les ont produites. Alors, il se trouve que des Alexandrines, on en a retrouvé par milliers. Et ces Alexandrines nous présentent des personnages avec un réalisme troublant qui nous permet de reconstituer comment cette société fonctionne et comment le travail et la partition des richesses est faite. Alors, ce que vous voyez là, deux figurines de Grecs, vous vous imaginez que Praxinoa et Gorgo devaient ressembler à ça. Vous avez deux jeunes filles drapées de soie, avec beaucoup de couleurs. Ce sont deux jeunes filles de bonne famille. On a l'équivalent de ce qu'on appellerait, nous, la bourgeoisie. Alors, on est dans l'élite sociale. Donc, que me montrent ces figurines? Elles me prouvent que la richesse, elle est du côté de la partie grecque de la population. Ces jeunes filles s'habillent avec de la soie. Donc, les Grecs ont les moyens de se payer de la soie. Et puis, il y a d'autres figurines qui ont un faciès beaucoup plus grossier, voire grotesque. Et là, ça m'intéresse aussi pourquoi? Parce que ce sont les alexandrines qui ont été produites en très grand nombre également. On appelle ces figurines des grotesques, parce qu'elles représentent des personnages d'une manière moqueuse. Et on va voir ce qu'ils nous disent, ces personnages, parce que les pauvres sont de loin plus intéressants que les riches, même si les pauvres ont laissé des traces beaucoup plus parsemées dans l'histoire que les riches. Et c'est la raison pour laquelle ces figurines sont absolument exceptionnelles. Vous avez un des rares témoignages que l'Antiquité nous a légué sur la partie pauvre de la population, celle d'Alexandrie. Alors, qu'est-ce qu'on voit à gauche? On voit un joueur de tambour, un forain, qu'on imagine jouer son tambour dans la rue. Regardez comment il est habillé. Alors, son visage grimaçant, c'est soit un masque, soit une volonté délibérée de l'artisan de se moquer de ce genre de figure. Sa tunique est trop courte, son sexe dépasse. Deux déductions, c'est difficile d'interpréter les images parce qu'on n'a pas les textes. Deux déductions, ou bien il n'a pas assez d'argent pour se payer une tunique assez longue, et cette représentation est réaliste. Il se baladait véritablement comme ça. Ou alors, c'est un clin d'œil de l'artiste qui reprend le langage des riches et qui fait part de sa moquerie et de ce mépris pour ce pauvre que vous voyez là. Alors, on peut imaginer que Alexandrie vivait et son système économique reposait sur ce genre d'individus qui travaillaient le jour, la nuit, pour pas grand-chose. Alors ces personnages que vous voyez là étaient certainement salariés, ce sont des musiciens qui ont un certain savoir-faire et qui sont payés pour ce qu'ils font. Ce que vous voyez à droite, c'est un joueur de flûte et une joueur une organiste.
Les Grecs ont inventé l'orga-o. Mais d'autres grotesques, on les surnomme comme ça entre guillemets, ont le mérite d'être plus clairs encore. Lorsqu'on voit ces alexandrines-là, on se rend d'emblée compte que ceux qui travaillent, ce ne sont pas les Grecs, ce sont les autres. Et regardez les profils ethniques extrêmement marqués de ces visages. On reconnaît sans peine un Égyptien à gauche et une Nubienne, la population soudanaise actuelle, à droite. Des servantes, des esclaves, on ne sait pas exactement, mais ils sont montrés en position de travail, portant des objets, portant des paniers. Et s'il y a une grotesque qui est particulièrement connue, parce que de là on peut déduire plein d'informations, c'est celle-ci, c'est le fameux porteur de jarre. Alors comment est-ce que l'historien peut faire parler un document pareil? Alors déjà on commence par l'écrire, les gens qui sont en licence 3 savent comment ça fonctionne. Regardez cet individu. Vous devez imaginer, c'est un esclave qui devait arpenter la voie canopique ou les tassades en train de décharger les marchandises qui allaient d'un port à un autre. L'exploitation des ressources naturelles, elle est possible grâce à des gens comme ça. Et comment travaillent ces gens? Regardez, c'est un exploit professionnel. Il porte une jarre sur une épaule. Il porte un grand panier sur le dos. Il porte une autre jarre en avançant avec une grosse cruche. Puis regardez, il grimace. Regardez le visage et regardez le ventre. Que constatez-vous de curieux au niveau de son ventre? Il y a un détail anatomique réaliste qui fait froid dans le dos. Pour avoir une petite connaissance médicale, il y a un truc bizarre sur son ventre. Alors déjà, il est enflé, ça c'est pas bon signe. Puis on peut certainement pas penser que c'est du surpoids, parce que c'est certainement un esclave que vous voyez ici. Hein. On les gardait pas tant que ça. Mais regardez le nombril. Vous voyez le nombril? Comme il est gonflé. Ouais. C'est une hernie ombilicale. Ça vient de quoi, une hernie ombilicale? Très bien. Ouais, ça peut venir quand vous portez trop de poids. Autrement dit, vous avez ici le pilier de l'exploitation économique à Alexandrie, un homme qui porte une charge équivalente certainement à 30 à 40 kilos, c'est le poids de l'hoplite, c'est quand même pas rien, et qui est en train de mourir de douleur au travail, parce qu'il grimace, parce qu'il a mal. Alors, ce tour d'horizon, je suis partie très loin pour essayer de vous donner un aperçu global. Ce tour d'horizon, elle vous montre ce que c'est qu'Alexandrie. Je vous parlais de machines, d'outils d'exploitation économique et des ressources naturelles. Cette ville, c'est une jungle pour les pauvres qui supportent cet effort d'exploitation des ressources qui arrivent dans la poche des Ptolémées et de l'aristocratie grecque. Et puis c'est aussi une ville refuge pour des esclaves en fuite. Et le cas d'Hermone, il est connu. C'est un papyrus qui a été découvert par André Bernan, qui en parle dans un très bon bouquin qui s'appelle Alexandrie des Ptolémées. Lisez ce livre-là si vous intéresse, si le sujet vous intéresse. C'est génial à lire, c'est un roman. On a retrouvé cet avis de recherche. Hermone, esclave d'Androgénès, ambassadeur carien, et âgé d'environ 18 ans, de taille moyenne, imberbe, avec de bonnes jambes, une fossette au menton, un grain de beauté sur la narine gauche, une cicatrice à la commission gauche de la bouche et un tatouage au poignet. Il est tatoué. Pourquoi est-ce qu'il est tatoué? Tamponné, c'est la propriété de son maître. Vous avez ici une des expressions les plus radicales de l'exploitation des ressources naturelles, c'est l'exploitation des ressources humaines, l'exploitation des hommes eux-mêmes, qui sont considérés comme un cheptel, comme des animaux, qu'on fait travailler autant qu'on veut, tant qu'on veut. C'est ça Alexandrie à l'époque hellénistique. Et pour faire réponse à Hermone, je finirai là-dessus. Je finis sur cette statue qui dit tout le reste. Alors, ce n'est pas une statue de choroplastie, c'est une statue en bronze, elle fait 1,30 m de haut. Donc, c'est une statue qui devait certainement décorer un lupanar.
Qu'est-ce que c'est qu'un lupanar? C'est une maison close où travaillent les prostituées, parce que vous vous rendrez certainement compte que cette statue présente un problème. Cette personne, qui a une poitrine féminine, dénude son sexe qui est masculin. C'est un hermaphrodite. Pourquoi on représente un hermaphrodite? Vous avez certainement ici la trace de l'exploitation sexuelle des êtres humains, qui va dans le giron, dans le sillage de toutes les grandes villes, et Alexandrie en faisait partie. Je conclus. Alors, je vous ai dressé un tableau vraiment à grands traits. Et je voudrais retenir en guise de conclusion différents points. Vous l'avez compris, Alexandrie est une ville brûlante d'actualité, parce que c'était la ville de toutes les disparités sociales, où la richesse la plus folle côtoyait la misère la plus noire. Alors la richesse la plus folle, c'est celle des Ptolémées. Cléopâtre VII lisait donc Plutarque, la vie d'Antoine. Antoine, c'est Marc-Antoine, c'est son chéri, c'est son amant. Et par le biais de Marc-Antoine, on apprend à connaître qui est Cléopâtre. Que faisait Cléopâtre? Elle était tellement riche qu'elle s'amusait, si vous lisez des Astérix chez Cléopâtre, ça vous parlera peut-être, elle était tellement riche qu'elle s'amusait à dissoudre des perles dans du vinaigre pour s'amuser dans les banquets. Ah tiens, qu'est-ce que ça fait de dissoudre une perle dans un vinaigre? Elle allait à la rencontre des généraux romains, nous dit Plutarque, dans sa galère, recouverte de feuilles d'or, avec plusieurs dizaines de rameurs qui charriaient des rames recouvertes d'argent, le tout dans un sillage de parfum, pour montrer aux Romains la richesse qui était la sienne. Et puis ça a marché, parce que c'est la seule femme que les Romains aient jamais respectée. Alors, vous comprenez que ce royaume d'Égypte, Alexandrie, constitue décidément un chapitre extrêmement important dans l'histoire des relations entre les hommes et la nature, parce que cet État égyptien fonctionnait comme les États prédateurs et corrompus actuels, c'est-à-dire que l'État se confondait à une élite sociale et économique qui confisquait les ressources à son profit. Est-ce que les Grecs, et ce sera le mot de la fin, se rendaient compte de cette exploitation à très grande échelle des richesses naturelles? Il faut y répondre par non. Et puis c'est aussi notre problème à nous, parce que nous-mêmes nous savons des choses, nous exploitons la nature, mais, j'en ai parlé aux étudiants de master, nous avons à nous souffrons malheureusement d'un inconvénient qui a été théorisé par Jared Diamond. J'ai déjà parlé de cet auteur à certains d'entre vous. Lisez Jared Diamond, Effondrement. C'est le livre qui, en 2005, a montré l'état de dégénérescence et le danger dans lequel notre environnement se trouve. Jared Diamond dit que les sociétés ne se rendent jamais compte de l'exploitation de la nature parce qu'elle, entre guillemets, elle souffre de la normalité rampante. Qu'est-ce que c'est que la normalité rampante? C'est un cadre qu'on considère comme la norme, et comme c'est la norme, comme on est habitué à certains cadres, on ne voit plus forcément le mal que ça fait à la nature. Parce que cette exploitation de la nature, on la voit comme un progrès. Alors vous, quel est pour vous donner un exemple de normalité rampante, songez un petit peu aux publicités des années 50-60 bien kitsch, où on voit une ménagère qui est toute fière de son lave-linge et de son frigidaire. À l'époque des 30 Glorieuses, dans les années 50-60, les gens qui voyaient ça se disaient chic, on a un frigidaire. Maintenant, c'est la fin du monde de pénurie tel que nos parents l'ont connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les rationnements, c'est fini, la faim, c'est fini. Chouette, on va avoir un frigidaire qu'on va pouvoir mettre plein de bouffe. Et c'est la normalité rampante qui agit, c'est un cadre. Mais ce qu'on ne voit pas,
c'est que ce frigidaire et ce lave-linge, alors je vais pas être alarmiste comme Sandrine Rousseau, j'en suis pas là, mais ces progrès technologiques vont toujours de pair avec un corollaire environnemental qu'il ne faut pas oublier. Et c'est la dimension environnementale précisément qu'on oublie, parce qu'on pense que c'était du progrès. Alors les Grecs, eux, je finis là-dessus, les Grecs d'Alexandrie, eux, ce qu'ils voyaient comme image de progrès, ben, c'était l'ours blanc dans le défilé des Ptolémaïens. L'ours blanc, pour eux, c'était quoi? C'était pas une anomalie. Un ours blanc, qu'est-ce que peut lui faire sa pauvre bête dans cette cage en Égypte? C'était pas une anomalie. Elle était vue, cet ours blanc, il était vu pour ce qu'il promettait, c'est-à-dire une prospérité sans fin, sur l'autel des sacrifices des ressources naturelles, dont les animaux sauvages, les fruits de la terre et les hommes étaient finalement les premières cibles. Je vous remercie. Excusez-moi d'avoir débordé. J'ai excédé, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Est-ce que, pour les questions, est-ce que quelqu'un a envie de questions Oui, bah. Allons-y, je vous écoute. Du coup, je voulais demander, et si Alexandre il est allé vers l'Empire perse, c'est peut-être parce qu'il avait connaissance qu'il y avait un empire et de son immensité. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas allé dans les Gaules, parce qu'il n'avait pas connaissance. Du coup, cette peur de l'inconnu. L'Ouest, ça n'a jamais intéressé les Grecs. Parce que dans l'Ouest, vous aviez les Phéniciens qui s'étaient alliés la part du lion. Les Phéniciens, ils étaient installés dans l'actuelle Libye, dans l'actuelle à l'autre côte littoral algérien, sur l'actuel littoral du Maroc, sur le littoral hispanique, en Corse et en Sardaigne. Ils ont tout raflé, les Phéniciens, et puis il n'y a plus rien à rafler. Et en fait, le problème à la base, alors on ne sait pas vraiment, hein, parce qu'Alexandre le Grand, tout ce qu'on en sait, grosso modo, c'est la vie d'Alexandre de Plutarque, et les pensées intimes d'Alexandre, on ne les connaît pas. Mais c'est ce que les historiens américains pensent, je ne pourrais plus vous dire le nom exactement de ces historiens-là, c'est que la Perse était d'abord un problème géopolitique. Le royaume de Macédoine était en pleine expansion au IVe siècle. Le père d'Alexandre Philippe avait vraiment besoin d'asseoir son pouvoir pour les cités grecques. Et pour cela, entre guillemets, il avait besoin d'un voisin stable. Or, le voisin, c'était les Perses. Donc Alexandre s'est également mis à la conquête des Perses. Alors pourquoi est-ce qu'il est allé aussi loin? On ne sait pas. Les Grecs eux-mêmes qui l'accompagnaient ont fini par ne plus comprendre pourquoi ils continuaient d'avancer. Et à la longue, ils en ont eu tellement marre et ils se sont rendus compte de l'absurdité de la situation qu'ils ont fini par faire une mutinerie et qu'il a été obligé de faire demi-tour. Sinon, il aurait continué. Il serait allé jusqu'au Japon. Vous allez voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Si vous avez vu le film Vegas avec Son Ross, avec Colin, c'est Colin Farrell dans le rôle type, regardez-le. Il est extrêmement bien fait. L'acteur est très convaincant. Certains historiens pensent qu'Alexandre voulait voir le bout du monde, ce qui avait tout à fait de l'autre côté. On ne sait pas vraiment. À mon avis, c'était à la fois un idéal héroïque. Il ne faut pas oublier qu'il voulait quand même ressembler à Héraclès et à Achille. Et Héraclès, dans la mythologie, est allé au bout du monde, mais aussi il y a des paramètres politiques à la base. Il fallait pacifier les Perses pour ne pas être trop dérangés par eux. Mais ça reste une énigme. Pourquoi il est allé si loin? Les Grecs n'avaient pas des paramètres culturels pour pouvoir absorber des cultures différentes des leurs. C'est la raison pour laquelle la civilisation hellénistique est née. Pourquoi on dit hellénistique et pas hellénique? Parce que c'est une civilisation vraiment baroque qui se met en place. Les Grecs débarquent par exemple en Babylone, en Égypte. Alors l'Égypte, c'est bien connu. Françoise Dunant, qui m'a donc formée, c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à l'Égypte, a bien montré avec ses études comment la civilisation gréco-égyptienne de l'époque hellénistique a vraiment constitué une culture cosmopolite, ouverte, mélangée. C'est très intéressant. Mais qu'est-ce qu'il y a encore de grec là-dedans? C'est mélangé à plein d'autres choses. Et donc cette époque n'a plus rien à voir avec la culture grecque de l'époque archaïque classique. On est sur d'autres critères. Vous êtes sur une autre planète.
Mais c'est une période fastueuse et extrêmement riche sur le plan événementiel et culturel, quoi. Et du coup, il a peut-être continué, parce que autant gagner, autant continuer, pourquoi s'arrêter? Peut-être une fuite en avant. Oui, oui, non, mais l'hypothèse de la fuite en avant, elle a été avancée. C'est une fuite en avant. On ne savait plus comment s'arrêter. C'est difficile à dire, on n'a pas la réponse. N'oubliez pas qu'on est dans l'Antiquité, on ne travaille qu'avec des hypothèses, dans la plupart des cas. Ouais, mais c'est fascinant quand on y pense. Ouais. Et du coup, lorsqu'on fait état d'une telle opulence dans le royaume d'Égypte ptolémaïque, on est d'accord que c'est que dans ce royaume hellénistique-là, parce qu'il y a une certaine stabilité. Chez les Séleucides, c'était pas pareil, par exemple? Ah, les Séleucides, on va en parler demain avec les licences bleues. J'espère ne pas les perdre de vue. Non, mais vous inquiétez pas, on a plus de TD. J'étais très magistrale la semaine dernière. Les Séleucides, non, les Séleucides, alors Séleucides, c'est la catastrophe qu'on vient de dire. Il y a plein de cultures différentes. Il y a les Babyloniens, il y a les Phéniciens, il y a les Indiens, il y a les populations de Bactriane, mais c'est incroyable comme truc. Ça, c'est morcelé de l'intérieur. Ils n'ont jamais réussi à avoir la prospérité de Ptolémée. Ptolémée Ier, il avait vu le truc. C'est pour ça que je vous disais que c'était plus futé des diadoques, parce qu'il avait bien vu que sur le plan géographique et politique dans l'Égypte, ça formait un rectangle. C'était un truc avec un contour bien marqué par le désert d'un côté, la mer Rouge de l'autre. En plus, les pharaons étaient passés par là, les scribes, l'économie, alors tout marchait parfaitement bien pour l'exploitation de la terre. Moi, je veux me mettre ici. Et c'est lui qui avait raison. C'était le royaume le plus stable et le plus riche sur les 300 ans. Tous les autres se sont cassés la figure avant. Ouais. D'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus au niveau de l'archéologie. Ça paraît bête, mais quand vous avez dit que dans la fouille archéologique à côté d'Alexandrie, dans la mer, c'était compliqué, comment ils s'y prennent en fait exactement? Je serais intéressé de savoir. Ouais. Alors, comment ils s'y prennent? Alors, il y a, c'est le CNRS qui s'occupe de ça en partenariat avec le ministère du Tourisme égyptien. Et c'est donc Jean-Yves Empereur, comme un empereur, qui a initié les fouilles françaises à Alexandrie dans les années 90. Il a fondé une structure qui s'appelle le Centre des études alexandrines. Et le Centre des études alexandrines, avec Dassault, pour vous dire qu'il faut des sous, met en place toute une technologie pour fouiller les fonds sous-marins. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à Alexandrie? Je vais vous montrer quelques images. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui à Alexandrie. Je vous ai montré cette image de conclusion pour terminer. Pourquoi? Parce qu'à cause des séismes et des tremblements de terre, le quartier du Palais Royal Antique, il est maintenant sous l'eau. Et le problème de la côte alexandrine, c'est une côte qui est très ouverte au vent. C'est très difficile de fouiller sous ces eaux-là. Pour fouiller sous ces eaux-là, il faut une machinerie, des moyens technologiques et financiers absolument énormes pour pouvoir accéder aux ruines qui sont en dessous. Alors, les Égyptiens ont commis une erreur en 2007, je crois, c'est qu'ils ont en plus mis sur le fond des blocs de béton pour pouvoir protéger le fameux phare, enfin je dis le phare, c'était le phare, le fameux fort de Ked Bay, qui est le fort que vous voyez quand vous arrivez à Alexandrie. Vous voyez, le phare d'Alexandrie était là-dessus. C'est tout ce qui reste du... Vous voyez le grand carré? C'est la base du phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde. Et les Égyptiens ont construit un fort que vous voyez là, le fort de Ked Bay, qui date du XIVe siècle. Et pour protéger ce fort de l'érosion de la marée, qui grignote toujours plus de terrain, on a mis au fond de la mer des blocs de béton qui rendent encore plus inaccessibles les fouilles archéologiques. Ils n'ont pas été futés sur ce plan. Ou alors ils ont favorisé le XIVe siècle au détriment des Grecs. On ne sait pas. Bref, toujours est-il que c'est extrêmement difficile de fouiller sur ce site. En plus, avec le réchauffement climatique, l'eau monte. Et on pense que d'ici 2050, un tiers d'Alexandrie sera sous l'eau. Alors, les Français continuent à fouiller. C'est Isabelle Héry qui fouille maintenant, qui a pris la suite de Jean-Yves Empereur.
Les Égyptiens, évidemment, heureusement, se sont emparés de leur patrimoine. Ils fouillent également, donc, sous la tutelle du ministère du Tourisme et des services archéologiques. Mais Alexandrie, c'est un problème qui se pose pour toutes les villes où les Grecs sont passés, c'est que la ville moderne est au-dessus et que c'est extrêmement difficile de fouiller et de trouver de nouvelles découvertes dans ce contexte-là. Heureusement qu'on a les petites alexandrines qui ont l'air de rien du tout, mais qui sont la clé pour essayer pour pouvoir reconstituer énormément de choses de la vie des gens à cette époque. Parce que les monuments restent quasiment inaccessibles. Alors on a découvert en août 2025 une statue Ramsès II. Il y a eu là en août 25, juillet-août, il y a eu des trucs. Ils ont découvert également un petit trésor au fond de la mer. Ils découvrent régulièrement des bijoux, des bagues, des petites figurines en or. Mais bon, le problème pour fouiller dans un endroit pareil, c'est qu'il faut des compétences technologiques et puis une fondation, un milliardaire qui vous soutient. Parce que ça va à coup de grue, de scanner, enfin une technologie de pointe, c'est très compliqué. Voilà, j'ai répondu. Ouais. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vais pas vous épuiser non plus. Je vais peut-être poser une question. Allez-y, C'est juste plutôt pour. Oui. C'est un peu ce que je dis souvent, c'est la question que je pose à chaque fois, c'est pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet-là spécifiquement, et même plus globalement, à l'histoire des religions, etc. Pourquoi j'aime les Grecs? Et moi, je ne sais pas pourquoi j'aime les Grecs. Chaque fois que je vais en grec, je pleure. Quand je pose le pied sur l'aéroport, vous allez dire, Madame Maccoviac est larmoyante et émotive. Je ne sais pas, c'est un pays qui me parle. Puis je trouve que cette pensée, elle est d'une modernité incroyable qui mène aussi le merveilleux. Et puis, ces gens avaient un sens de la beauté absolument absolu. La beauté manque dans le monde actuel. Voilà, c'est ma réponse aujourd'hui. Voilà. Et je suis ravie d'avoir été invitée ce soir. C'est un très grand honneur pour moi. Vraiment, je vous assure, ça m'a fait très plaisir. Et je vous remercie du fond du cœur. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, merci. Je vais juste... Qu'est-ce qu'on peut... Oui, on va passer au moment.